Hello, hello, la Miam Miam Family. Bienvenue à vous qui me découvrez aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de l'arrivée de notre bébé numéro 3. Comme vous le savez, on a vécu 3 fausses couches que je vous ai toutes racontées et une grossesse extra-utérine qui s'est déroulée dans une grossesse gémellaire. C'est une grossesse hétérotopique. Une personne m'a envoyé un message pour me demander si ça ressemblait à ce qu'elle vivait. Je crois que je t'ai répondu, particulièrement à toi que je vais appeler Anna, que non. Voilà. Et vous trouvez ça, en tout cas, je crois, dans la vidéo numéro 8 ou numéro 9 de notre parcours pour devenir parent. Je crois que c'est entre le 8 et le 9, je crois bien. Voilà. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment est-ce qu'est arrivé notre bébé numéro 3. Ça n'a pas été une arrivée compliquée, ça n'a pas... Je peux dire que finalement, oui, on a clôturé le chapitre de la procréation d'une belle façon. Euh, j'ai eu un peu honte de moi, je continue à traîner ce sentiment de culpabilité jusqu'à aujourd'hui. Au fond de moi, d'ailleurs, je sais pas, je pense faire une vidéo. En fait, euh, quand notre deuxième, du coup, celle qui devait être jumelle, en gros, et où j'ai dû être opérée pendant sa grossesse pour retirer l'autre bébé qui était extra-utérin, voilà. Et elle est née prématurément, elle, du coup, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Elle a été en soins intensifs néonate, elle a été réanimée parce qu'elle est née en état de mort. Et oui, elle est née prématurément, donc... mais c'est déjà un retard de croissance, déjà dès mon 5e mois de grossesse. Et j'ai fait 2 mois d'hospitalisation, voilà, pour qu'elle naisse. Et j'ai fait aussi de la pré-éclampsie. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais bon, après, on va faire une vidéo de mise au point. Alors, je vous disais que, voilà, elle a pu se remettre de tout. Il n'y a pas eu les séquelles par rapport à l'hémorragie cérébrale dont on vous avait parlé. Et même pour son cœur, après, voilà, il a fallu attendre quoi, 3 ans pour que beaucoup de choses commencent à rentrer dans l'ordre, quoi. Avoir un bébé prématuré, c'est pas des rigolades. Euh, et voilà, les hémorragies cérébrales, ça peut aller loin. Ça peut laisser, voilà, ça peut laisser du handicap, ça peut laisser plein de choses. On n'a pas eu tout ça et vraiment, nous sommes reconnaissants. En fait, quand elle a eu 1 an, j'ai arrêté de l'allaiter, voilà, pour reprendre mon traitement du coup, pour pouvoir recommencer à avoir mes règles et voilà, à fonctionner normalement comme une femme. Je vous ai expliqué que je souffre d'un problème hormonal très sérieux qui, voilà, fait que je peux pas, voilà, sans ça, bah, je peux pas, je peux pas fonctionner normalement en gros. Donc je reprends mon traitement et pour nous c'est terminé aussi parce que j'ai failli mourir, j'ai fait du coma, donc on est sûr qu'on ne veut plus d'enfants. Avec tous les problèmes de santé que j'ai, on s'est dit que pendant cette deuxième césarienne là, ils en auraient profité aussi pour me ligaturer les trompes peut-être ou alors pour faire une autre méthode, je sais pas. Dans mon cas, c'est assez délicat en tout cas et les moyens de contraceptifs avec moi, c'est incompatible du coup, du fait de ce traitement et d'autres soucis. Et donc, bon, je reprends mes traitements et voilà. Et même pas... Ouais, après mon deuxième cycle. Donc, j'ai mon retour de couche, puis j'ai un deuxième cycle. Et donc, j'attends le troisième cycle. Je sais pas si j'attends le deuxième ou le troisième. Ouais, j'attends le troisième cycle. Donc, voilà, j'ai mon retour de couche. J'ai un deuxième cycle. Et puis, j'attends le troisième cycle qui n'arrive pas. Mais avant qu'il n'arrive pas, voilà. On a fait des conneries, il faut le dire, parce que le jour même où ça s'est passé, j'ai dit à mon mari, écoute, je crois qu'il fallait pas le faire. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, mais arrête un peu, on n'est pas dans un moment du cycle qui est dangereux, on n'est pas, voilà.
Mais moi, connaissant à la base déjà ces problèmes que j'avais et ayant vécu toutes les expériences que j'ai vécues, je me disais, voilà, je peux tomber enceinte à n'importe quel moment du cycle, en fait. Si jamais je tombe enceinte, bien sûr. Et moi, c'était que je voulais surtout éviter d'avoir d'autres problèmes. J'étais traumatisée. Ma blessure avait mis beaucoup de temps à guérir parce que j'avais eu un hématome. J'avais dû être réopérée. J'ai gardé mon ventre ouvert pendant presque 7 mois. Donc ça a mis beaucoup de temps à cicatriser. Donc vous comprenez que au moment où tout ça se passe, ça fait environ 5 mois que je suis bien cicatrisée, ou 5 ou 6 mois. Et là, moi, je lui dis, je sais pas, j'ai un pressentiment comme ça que, voilà, on a fait l'amour, mais j'avais l'impression que ça devait porter à autre chose, voilà. J'en étais tellement convaincue que quelques jours après, je lui ai dit, voilà, je t'avais dit que c'était ça parce que je commence à me sentir mal. Il me dit, arrête, mais voilà, ça fait même pas encore une semaine que ça s'est passé. Et tu vas avoir tes règles de toute façon bientôt, voilà, et tout. Et je crois que là, on était encore en vacances. Oui, on était en vacances en Belgique. Et moi, bah, du coup, voilà, c'est confirmé. Quand on rentre en Italie, j'attends mes règles. 2 jours de retard, rien. Il y a eu une grosse dispute à la maison. J'ai beaucoup engueulé mon mari. Je paniquais. Lui, là, il rigolait. Il me dit, mais de toute façon, tu te fais du mal pour rien. On n'attend pas de bébé. Arrête un peu. Je crois que tu es traumatisé. C'est une réaction post-traumatique. On n'attend pas d'enfant. Il faut que tu te calmes. Voilà, il n'y a rien. Et voilà. Et donc, un matin, il a ramené des tests. Voilà, puisque j'avais demandé d'acheter des tests. Il les a ramenés. Bon, vous savez, j'ai fait pipi et j'étais enceinte. Voilà, on va dire que, waouh, là, c'est une grossesse qui est arrivée. Mais waouh, 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 comme ça. Et j'en ai encore honte aujourd'hui, mais je vous avoue, moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je, je sais pas, ne me comprenez pas mal. Je ne voulais pas, c'est pas du bébé que je voulais pas, mais enfin, je voulais pas en fait. J'avais vécu trop de traumatismes déjà, mon corps était épuisé, j'avais besoin de me retrouver, je sortais d'un... Moi, je faillis mourir, j'ai fait du coma, ma fille, elle était mort-née, on était en train de sortir petit à petit des gros, gros dangers de sa prématurité, elle avait à peine 1 an, euh, c'était trop, quoi. Et j'avais vécu une prééclampsie qui a failli m'emporter. Donc, oui, j'avoue que je voulais pas de cet enfant-là. Et j'ai fait vraiment quelque chose dont j'ai encore honte aujourd'hui. Vraiment, je demande pardon à Dieu, je demande pardon à la vie, je demande pardon à l'univers. Et quand j'ai tenu ma fille dans les bras pour la première fois, je vais juste te demander pardon, en fait. Parce que j'avais vraiment honte. C'est un truc qui m'a accompagnée jusqu'à la fin de ma grossesse parce que sur le coup, vous savez que vous apprenez que vous êtes enceinte, mais c'est déchirant en fait. Vous êtes déchiré. Et là, j'ai fait quelque chose qu'il fallait vraiment pas que je fasse parce que déjà, j'ai consulté directement. Hein. Déjà, j'ai appelé directement les médecins. J'ai filé à l'hôpital puisque j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et eux, ils m'ont dit, ouh, là, on est dans de gros problèmes, on est en danger. Je suis allée voir mon généraliste qui m'a dit, non, c'est de la folie, il faut que tu avortes. J'ai appelé 2 amis médecins qui m'ont dit, non, il faut que tu avortes, c'est la mort assurée là cette fois, ça va pas te louper. Mon médecin de famille m'a carrément dit, t'es une inconsciente, avec une petite prima, elle a à peine 1 an, avec un autre petit garçon qui a à peine eu 4 ans. Voilà, tu peux pas te permettre ça, c'est très inconscient ce que tu as fait. Là, tu vas mourir, ces enfants vont devenir quoi? Et j'étais dépassée en fait. Donc, je repars en gynécologie. Et eux, ils m'ont proposé, hein, ils m'ont proposé un avortement. Que c'est l'équipe qui m'avait suivi, de toutes les façons, qui m'a suivi pour toutes mes grossesses. Et moi, sincèrement, je leur ai dit que j'avais pas le courage de faire ça. Euh, bon, la doctoresse, bon, il y a le professeur qui, lui, avait demandé à me voir. Et je crois que je devais attendre quelque chose comme 4 jours pour avoir rendez-vous avec lui. Et donc, je reviens voir le professeur. Et lui, en fait, je suis très en colère avec lui parce que c'est lui qui avait refusé de faire la ligature des trompes, en fait.
quand ma fille Prima est née. Alors que, en fait, il faut savoir qu'en Italie, en fait, la ligature des trompes, vous pouvez pas la faire comme ça, hein. Je veux dire, même si vous êtes une femme d'un certain âge et tout, pour faire une ligature de trompe en Italie, il faut passer devant une commission, il faut que le dossier soit validé, il faut que, non, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire comme ça. Bon, moi, j'avais tout ce qu'il fallait, en fait, pour une ligature des trompes, mais au moment où j'ai ma deuxième fille, en fait, au moment où j'ai mon deuxième bébé, là, qui est Préma, j'ai tout ce qu'il faut, en tout cas médicalement parlant, voilà, qui montre que il faut une ligature. Mais eux, ils ont dit non. Ils ont dit clairement non, non, non. Et ce professeur s'était opposé à cela farouchement. Et je lui en avais beaucoup voulu d'ailleurs parce qu'il savait très bien tout ce que moi je pouvais avoir comme risque derrière. Voilà. Donc lui, quand je le rencontre, je suis plutôt un peu... Je suis très remontée, quoi. Et donc lui, il me dit, écoute, là je sais que tu as peur. Et tu as raison d'avoir peur. Parce que là, on est vraiment mal barré. Ce que je te propose de faire, on fait un avortement et je tremblais comme une feuille en fait. Je pleurais. Il me dit, je crois que tu as peur parce que tu sais pas ce que c'est qu'un avortement. Est-ce que tu sais comment ça se passe un avortement? Moi, je ne sais pas comment ça se passe un avortement. J'avoue mon ignorance jusqu'en début 2019. Je ne savais pas ce que c'est qu'un avortement. Bon, je sais qu'on avorte... Euh, mais bon, je sais pas ce que c'est qu'un avortement, j'ai jamais fait d'avortement, je sais pas comment ça se passe. Euh, donc il a essayé de m'expliquer grosso modo ce que c'était. J'ai appelé une ou deux copines pour m'informer aussi, voilà. Et le soir, je suis allée regarder sur Internet. Il y avait une vidéo très très explicative là qui disait comment un avortement se déroule. Et moi là, j'ai flippé quoi. J'ai flippé de ouf. Et je savais que je pouvais d'ailleurs pas le faire, vous comprenez, parce que pour mes valeurs, après moi je suis chrétienne donc je crois fondamentalement en Dieu et pour mes valeurs aussi et puis pour quelqu'un comme moi à qui on avait dit que ça, voilà, j'aurais pas pu avoir d'enfant et tout ça avec tout ce que j'ai connu comme difficulté pour avoir mes bébés donc enfin, je me voyais pas moi aller interrompre une vie en moi même si je me savais moi en danger même si je savais en danger vital. J'avais pas le courage en fait. Donc ils m'ont donné une semaine de réflexion. OK? Et la doctoresse, je sais pas, une des doctoresses en tout cas m'a dit, bon, voyons voir ce qui va se passer. On ne va rien te donner, du coup. On ne va rien te donner, tout ce qu'on te demande de faire, vu que tu sais pas ce que tu vas faire après. Arrête ton traitement, puisque c'est dangereux. Mais nous, on va rien te donner, genre, toutes les hormones qu'on te donne des fois pour soutenir tes grossesses et tout ça, on va rien te donner. On va laisser la nature faire les choses si ça se trouve, voilà. Toi, tu as eu tellement de problèmes avec des grossesses que ça se trouve bon. Donc, on va rien te donner. Et si ça doit partir, ça partira. Et quand moi, je rentre chez moi ce jour-là, je vous dis, j'ai fait quelque chose qui me fait tellement honte encore aujourd'hui. Alors, je me suis mise à genoux. J'ai pleuré. J'ai supplié le ciel. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, hein. Je suis sérieuse. Et j'ai osé dire à Dieu, tu m'as fait faire... Enfin, tu as permis que je fasse, parce que je sais que c'est pas la volonté de Dieu que je fasse des fausses couches, non. Mais tu as permis, tu as laissé faire des fausses couches dans ma vie. Fais que cette fois-ci, ce soit aussi une fausse couche. Je vous jure, j'ai dit ça. J'ai dit ça parce que je n'avais pas le courage d'avorter. Et parce que les médecins, tout le monde me disait que c'est ce qu'il y avait à faire. Et parce que je me sentais en danger. Et parce que je savais ce par quoi je venais de passer. Que c'était encore trop récent. Je voulais pas repasser par l'épisode pré-éclampsie, par l'épisode prématurité, par l'épisode hémorragie interne pour moi après la césarienne, par l'épisode hémorragie cérébrale pour ma fille. Je voulais pas repasser par tellement de choses, par une grossesse hyper médicalisée, par une grossesse à risque. Je ne voulais plus revivre tout ça. Je voulais plus revivre toutes les incertitudes que ça comportait. Et j'ai carrément
demander au ciel de transformer cette grossesse en fausse couche. Que, oui, que pour cette fois, j'aurais pris cette fausse couche comme une bénédiction. J'en ai encore tellement honte aujourd'hui. Et donc, ils m'ont donné un délai hein, pour réfléchir et tout ça. Et donc, le jour où j'arrive à l'hôpital, voilà, histoire de voir, ils voulaient savoir si j'ai pris une décision, où j'en étais. Mais voilà. Euh, Elle me fait monter sur la table, elle me dit voilà, je vais t'ausculter et tout. Et donc, je prends bien la peine de lui dire je veux pas écouter, je veux pas voir, je veux rien. Donc, ne faut pas retourner l'écran vers moi. Elle me dit ok, ok, ok. Sauf qu'au moment où elle le fait, elle a oublié que l'appareil à échographie a encore le son. Elle n'avait pas coupé le son. Donc, moi, j'entends quelque chose, mais je sais que c'est des battements. Et là, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer parce que, voilà, je me suis mise à pleurer parce que je ne sais pas. Je sais pas dans quel état j'étais en fait. Je sais pas dans quel état j'étais, mais je peux vous dire que je ne me sentais pas liée à cet enfant que je portais. Et on s'est beaucoup disputé avec mon mari. Enfin, moi, je l'ai beaucoup engueulé pour des raisons que je connais, hein, pourquoi je l'ai engueulé et tout, pour la fameuse nuit en question. Et lui, il n'arrêtait pas de me dire, voilà, je serai là, on va s'en sortir ensemble. C'est vrai qu'on n'attendait pas cela, mais on va y arriver. Je lui ai dit, mais tu es fou, tu sais pas ce que tu racontes, je suis épuisée, j'en ai marre. Et lui, il était tout content finalement. En fait, moi, je crois que j'étais... Enfin, lui, il était finalement pour un enfant qu'on lui, on n'attendait pas, on voulait pas vraiment... Oui, il faut dire la vérité, pour tout ce qu'on avait vécu, on n'était pas prêt à revivre tout ça. Mais lui, voilà, lui, il était tout content. Finalement, il était en tout cas tout content. Tout ce temps où moi je pleurais, tout ce temps où je m'inquiétais pendant toutes ces semaines-là, lui il était content, il essayait de me rassurer et moi je l'engueulais. On a passé beaucoup de temps à la maison où j'étais pas bien, quoi. Et je voulais pas du tout le voir. Ça n'a rien à voir avec des symptômes de grossesse, le fait que je voulais pas le voir, c'est que je lui en voulais. Je lui en voulais pour mon état. Et peut-être je m'en voulais aussi moi de pas pouvoir faire ce qu'on me demandait de faire, qui était l'avortement. Mais pour mes convictions religieuses à moi, parce que je suis chrétienne, et pour mes valeurs personnelles, et pour mon histoire aussi. Parce que après avoir souffert autant pour avoir des enfants, comment est-ce que moi j'aurais pu avoir le culot d'aller interrompre une vie en moi? Donc, oui, c'était très dur. C'était très dur. Et moi, une fois que j'ai entendu ces battements-là, j'étais comme dans un état second. Du coup, je ne savais même pas quoi ressentir. Et puis, la doctoresse, elle s'est beaucoup excusée. Elle m'a dit tout de suite, hein, signora, veramente mi scusi perché cioè, ho lasciato il volume aperto, l'ho dimenticato. Donc, elle me dit, elle a complètement oublié. Elle me demande ce que ça va, est-ce que je veux qu'on arrête d'abord. Et je lui ai dit, en effet, oui, je voulais arrêter. Moi, je me suis juste rhabillée, je suis rentrée chez moi. Elle m'a demandé ce que je décidais. Je lui ai dit, je ne décide rien. Je ne décide rien. Elle m'a dit, non, mais voilà, si je suis à décider, si je fais l'avortement, est-ce que je lui ai dit, je ne décide rien. En fait, je suis partie de là comme ça, sans même lui dire au revoir. Elle n'avait pas encore signé mon document. Rien, je suis partie comme ça. Et j'ai tellement pleuré pendant des jours chez moi. J'ai pleuré. Je ne savais pas quoi faire, pas quoi penser. Et un jour, en fouillant mes affaires, je tombe sur des paquets de progestérone. Des paquets d'ovules de progestérone qu'on m'avait prescrites pour l'autre grossesse. Et j'en avais encore beaucoup, beaucoup. J'en avais encore 4 paquets. Et comme ça, instinctivement, hein, j'ai fait comme on m'avait fait pour les autres grossesses, en fait. J'ai commencé à prendre la progestérone. J'avais un reste d'acide folique. J'avais un reste de fer. En gros, j'ai commencé, je vais dire, de l'automédication chez moi, comme ça, instinctivement. Peut-être parce que je me sentais coupable d'avoir prié pour faire une fausse couche. Et puis j'avais honte de moi. Mais je n'arrivais pas quand même à accepter le fait que je portais cet enfant. OK? Et l'hôpital m'a appelé peut-être une, une dizaine de jours après. Hein, et ils m'ont programmé un rendez-vous. Je suis venue.
Voilà, et du je leur ai dit, voilà, moi je m'arrête là, je vais pas avorter, quoi. Et eux, ils me demandent, est-ce que vous en êtes sûr? On me représente encore tous les risques, tous les gros problèmes et le taux de probabilité pour que moi, j'y passe cette fois-ci. Et je leur dis non, mais moi, je vous dis non depuis le premier jour que je ne peux pas avoir le courage de faire ça. Moi, quand j'ai regardé sur Internet ce que c'était qu'un avortement, j'ai eu peur, hein. Moi, j'ai eu peur. Je ne juge pas ceux qui le font, mais je sais que je n'étais pas prête à le faire. C'est juste ça, il s'agit de moi. Donc je veux vraiment clarifier que je ne juge pas ceux qui le font. Je ne me prononcerai jamais d'ailleurs dessus. Mais je dis que moi, personnellement, je n'aurais jamais pu le faire. Ça, je le savais. Est-ce que c'était la lâcheté de ma part? Je sais pas, mais moi, je savais que je ne pourrais pas le faire. Et donc, j'annonce à la doctoresse, en fait, que moi, ça fait quelques jours que j'ai commencé à prendre des restes de progestérone que j'avais à la maison, de l'acide folique, du fer, de la vitamine D et tout. Et puis, elle me dit, ah, donc, ce que je comprends, c'est que tu vas garder le bébé avec tous les risques qu'il y a. Est-ce que ma chouchoute et tout? Je dis, non, non, ça va. Et je crois quelques jours après, moi, je devais repartir. Je devais repartir parce que je devais être à l'étranger pendant de longs mois. Et donc, j'ai passé toute cette grossesse-là, en fait, à l'étranger. Et je remercie d'ailleurs le gynécologue qui m'a suivi à l'étranger parce que c'est quand je voyage et que je suis suivie par un autre gynécologue à l'étranger qui, lui, me rassure beaucoup. Il n'a pas caché le fait que c'était dangereux, hein. Il n'a pas caché le fait que lui aussi aurait préféré que j'avorte. Ça a été clair. Il m'a dit, là, on démarre quand même sur de gros, gros, gros risques. Il va falloir qu'on fasse très, très attention, mais on va voir ce qu'on peut faire. Et donc, quand je lui montre tout mon dossier clinique et tout, l'histoire de mes autres grossesses, tout ce qui s'est passé, les fausses couches, l'accouchement prématuré, tout ce qui s'est passé, il regarde toutes mes choses que j'ai eu à faire avant. Il me dit, mais pourquoi est-ce que personne n'a jamais pensé chez vous à un problème de coagulation? Je lui dis, ben, de quoi est-ce qu'il s'agit en fait? À la dernière grossesse, on m'avait juste donné une sorte, je sais pas, c'est un dérivé de l'aspirine. Euh, un fluidifiant. Mais on m'avait jamais parlé de problème de coagulation. Il me dit, bah, ils vous ont donné ça à cause justement de tout ce que vous aviez eu comme problème. Mais celui qui vous a donné, ça aurait dû pousser plus loin parce que moi, tel que je vous vois, avec tout ce que j'observe, et voilà, je pense que vous avez un problème, une mutation génétique. Et moi, je me mets à rigoler, je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, oui, je pense que vous avez une mutation génétique et ça peut aussi expliquer tous les problèmes que vous avez eu. Ça a pu concourir à ça. Et c'est quand même bizarre que déjà, dès la deuxième fausse couche, pourquoi personne, je veux dire, devant votre cas clinique, ils auraient dû y penser déjà depuis longtemps. Donc, ils m'envoient faire toutes les analyses. Et effectivement, c'était une mutation génétique, je crois, un déficit de la protéine S. Voilà. Donc, c'est un déficit de la protéine S, c'est un problème de coagulation. Euh, Mec, très sournois, que les gens ne découvrent pas souvent à temps. Et beaucoup de femmes qui ont des difficultés comme ça, ont plein de fausses couches sans avoir même d'autres problèmes à côté ou de problèmes hormonaux. Souvent, ça vient de ce problème-là. Et ça peut être réglé. Bon, c'est pas un problème qui peut être réglé, genre effacé de votre corps. Mais je veux dire qu'on peut empêcher les fausses couches, non seulement en vous donnant un fluidifiant, mais aussi en vous mettant dès le début de votre grossesse sous héparine. L'héparine, en fait, c'est ce qui vous empêche de faire des thromboses. En gros, si vous avez des problèmes de coagulation, il y a des caillots qui vont se former, il y a de l'oxygénation à un moment qui ne va pas arriver à votre bébé dans le ventre, en fait, à votre fœtus ou à votre embryon. Et du coup, bah, c'est clair qu'il va mourir. En fait, vous avez fait une fausse couche. OK? Précoce ou tardive. Bon, je crois que vous avez compris. J'ai fait juste grosso modo comme ça pour vous raccourcir ça. Et donc, c'est des piqûres hein, que vous faites vous-même. Et donc, je dois me faire ces piqûres-là moi-même de l'héparine pendant toute ma grossesse, tous les jours. Au départ, je devais faire que... Je me souviens pas. Au départ, je devais faire sur le ventre, sur le ventre. Et une fois que le ventre était trop gros, ben, je devais commencer à faire plutôt sur la cuisse, sur la cuisse, sur la cuisse. Une fois que le ventre était tendu. Et bon, je vais vous couper court, hein, toute l'histoire de la grossesse qui s'est bien passée. Bon, bien passée avec tous ces problèmes. C'était toujours une grossesse à risque, mais relativement bonne comparée aux autres. Alors, nausées et vomissements, oui. Nausées et vomissements, je crois que je vomissais à tous les coins de rue.
Je vomissais pour rien, pour tout. Il y a un magasin Lidl. Je crois que ces gens-là ont dû penser que moi je pratiquais de la sorcellerie parce que chaque fois que j'allais dans leur magasin, je vomissais ou à l'entrée ou dedans ou quand j'étais déjà au niveau des caisses. Je dis, c'est une grossesse qui m'a fait trop vomir. J'ai trop vomi à cette grossesse-là. Moi, à tous les coins de rue, des fois, on roulait, moi, je devais m'arrêter parce qu'il faut vomir. Et c'est une grossesse où j'ai eu des envies. Quand monsieur même vous raconte que on n'a pas eu des envies, non, à cet enfant-là, moi, j'ai eu des envies particulières. Il y a un repas au Cameroun qu'on appelle taro à la sauce jaune. Moi, jamais, j'aurais jamais mangé ce repas. C'est un truc que je déteste fondamentalement. En tout cas, que je détestais jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma troisième. Et je me suis découverte amante du taro à la sauce jaune que j'ai commencé à, mais vraiment, j'en raffolais. Je voulais manger ça tout le temps pendant ma grossesse. C'est même moi qui finissais mon plat et son plat à lui. Des fois, je me réveillais à des heures pas possible pour dire, ben, j'ai envie qu'on mange le taro à la sauce jaune, il faut que tu me trouves ça, et tout, et tout. Donc ça, c'est notre souvenir de cette grossesse-là, et notre insolite de cette grossesse. Et bon, côté libido, ça s'est passé exactement comme pour toutes les autres grossesses. Dans mes 3 premiers mois, ma libido à zéro. C'est plutôt lui qui est à fond, il veut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, déjà, dès mon 5e mois, quand même, c'est plutôt moi qui étais super à fond, qui était derrière lui 3, 4, 5 fois par jour et tout. Donc, voilà. Lui aussi, je ne le supportais pas vraiment tout le premier trimestre. Déjà à cause des symptômes de grossesse, mais aussi parce que j'acceptais pas le bébé. Et je crois que j'ai commencé petit à petit à accepter mon enfant à partir du 5e mois. À l'échographie morphologique, oui, à ce moment, j'ai commencé quand même déjà à accepter mon bébé. Bon, le médecin m'a dit que j'avais déjà les prémices d'une prééclampsie. Mais vu qu'on avait commencé aussi les traitements, le fluidifiant sanguin, l'héparine et tout ça plus assez tôt, ça pouvait m'aider à aller quand même à un terme un peu avancé pour m'éviter de faire une prééclampsie grave et finir en césarienne d'urgence, prématurité et tout. Donc la grossesse, c'est quand même, je vais dire, c'était une grossesse bon, elle n'était pas hyper médicalisée comme les autres. Elle était médicalisée, on va dire, elle n'était pas hyper médicalisée. Ça a été une grossesse à risque. J'étais à l'hôpital régulièrement par rapport à une copine avec laquelle j'étais enceinte au même moment. Elle était souvent choquée par toutes les fois où j'allais à l'hôpital et pour tout ce que je prenais comme médicament, pour tout ce que je faisais comme examen. Elle, des fois, elle était choquée en fait. Elle me disait, mais waouh quoi. D'ailleurs, je lui fais un clin d'œil dans ma vidéo. Elle s'appelle Danielle. Et Et voilà, moi je rentre en Italie dans mon 3e trimestre. Et c'est en Italie que je fais la suite de ma grossesse. Vous savez quoi, surprise? Pour la première fois de ma vie, non seulement je portais une grossesse à terme, dans ce sens que je fais vraiment toutes mes semaines de grossesse au complet. J'ai demandé à l'équipe médicale de m'accorder d'essayer d'accoucher naturellement, même quand j'avais déjà eu 2 césariennes. Donc, on m'a laissé arriver à mon terme. Mes contractions sont déclenchées parce elle a vraiment dépassé le terme, je crois, d'une dizaine de jours. Je sais pas, hein, je me rappelle plus trop. Elle a dépassé le terme en tout cas. Et j'ai fait une journée, dans 2 jours de travail intense et ça passait pas. Et les médecins ne voulaient pas risquer. Elle commençait à s'engager, mais ils ont senti que moi, j'étais déjà fatiguée. Et ils me disaient que c'était un gros risque et que là, j'avais aussi un risque de rupture utérine vu que le travail commençait à trop s'allonger. Je crois, non, j'avais fait un seul jour, une journée entière de travail. Et il fallait pas trop pousser le bouchon loin parce que je risquais la rupture utérine. Et on aurait pu nous perdre et le bébé et moi. En fait, elle se serait noyée dans mon sang. Et moi, je serais morte d'hémorragie. Et donc, c'est comme ça qu'ils nous ont opéré là, d'urgence. Et, et voilà, pour interrompre le travail, ils m'ont opéré d'urgence parce qu'ils ont dit que je risquais la rupture utérine. Et ma fille est née. Je vous avoue, moi, j'ai commencé vraiment à m'attacher à ma fille, comme je vous ai dit, vers l'échographie du 5e mois. Les petits moments d'attachement ont commencé. Et vraiment, dans le 3e trimestre, je me suis vraiment attachée. Je lui demandais souvent pardon dans le ventre. Et quand je l'ai vue, mais waouh, quoi. J'ai senti qu'elle m'aimait et que je l'aimais et que... En fait, moi, déjà dans le 3e trimestre, je n'imaginais pas ma vie sans elle. Je l'attendais, je l'espérais, je rêvais d'elle. Et voilà, elle est arrivée. Et voilà. Voilà, c'est l'histoire de notre 3e grossesse.
enfin, de notre troisième bébé, puisqu'au total, j'ai eu plusieurs grossesses. C'est déjà notre troisième bébé. Mon souhait, c'est donner beaucoup d'espoir à toutes les personnes qui passent par des moments difficiles ou qui vivent des grossesses difficiles ou ont du mal à avoir un bébé ou ont des accouchements délicats ou en tout cas pour des personnes voilà qui moi j'espère juste que ce soit une source d'espoir en fait pour vous et finalement vous voyez la grossesse qui était supposée super mal se passer et me tuer est finalement de toutes mes grossesses à risque celle qui a été le moins à risque dans le sens que elle s'est mieux passée, ok, elle s'est mieux passée que les autres. Je dis pas elle était pas à risque, elle était très à risque aussi et j'étais même d'ailleurs à risque de rupture utérine déjà dès mon 5e mois. Ça quand même eux ils me l'avaient dit même à l'étranger. J'étais suivie de très près, j'avais une panoplie de médicaments. Si ma copine Danielle passe par ici, elle pourra vous dire parce qu'on a vécu nos grossesses côte à côte. Mais elle était dépassante en fait de me voir parce qu'elle savait que j'avais des grossesses à risque tout le temps, mais c'était la première fois pour elle de vivre une de mes grossesses là comme ça auprès de moi. Elle était enceinte au même moment que moi quoi et elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Et voilà, je clôture ça comme ça. Ce que je voudrais dire vraiment dans cette vidéo, c'est je demande pardon publiquement à ma fille, vraiment, je demande pardon à l'univers, à Dieu, à la nature, parce que porter la vie, franchement, c'est sacré, c'est un don, c'est une grâce, mais je crois que j'étais paniquée. J'avais peur pour ma vie, et voilà. Aujourd'hui, on fait vraiment ce qu'on peut pour ne plus retomber dans des histoires de grossesse ou de quoi que ce soit parce que nous pensons que nous avons donné, nous avons fait vraiment. Pour nous, ça va. On est très contents. On a 3 enfants. On glorifie Dieu vraiment tous les jours pour leur vie. Et nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est vraiment faire le maximum dans notre sexualité pour ne pas que ça se répète quand même parce que ce serait aussi être irresponsable, voilà. Il nous a fallu beaucoup. Après, je vais vous faire une vidéo de mise au point où je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez envoyées et où je vais clarifier certains points sur lesquels j'ai pas beaucoup insisté pendant les vidéos. Et je vais aussi vous parler de certains examens que vous m'avez demandé, des tests que j'ai eu à faire. Voilà que je vais vous dire. Donc la dernière vidéo qui va arriver là dans quelques jours, ce sera la dernière vidéo de mise à point. Et puis on va clôturer avec cette thématique-ci et la vidéo de vos histoires. Donc j'étais en train d'essayer de rajouter et les vidéos de vos histoires, puisqu'il y a 4 histoires à raconter qu'on va essayer de regrouper en 2 vidéos. On va voir les histoires que vous nous avez envoyées, qu'on va raconter au... Bon, si on en reçoit d'autres, après on va essayer de regrouper pour que ce soit pas très très long. Donc voilà, ici c'est la clôture, on va dire, hein, voilà, de notre parcours, notre combat pour devenir parent. Donc la vidéo de la mise au point, la réponse aux questions et tout, on va tout faire pour l'enregistrer à 2. Là, côté santé, pour nous, c'est un peu bizarre depuis que cette année a commencé. Et c'est pourquoi vous voyez qu'on n'arrive pas à faire certaines vidéos ensemble. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, ça va aller. Allez, à bientôt. Abonnez-vous, hein.